tu fais. On a tout possible pour que vous travaillez bien. Mais si l'élection est là, et puis position là, et Camille comme nous, on nous fera faire qu'à ce qui choisit. C'est ça, moi, j'appelle être arrogant dans ma vie. C'est l'arrogance. L'autre a chanté dans une langue qui est parlée en Côte d'Ivoire au cours des meetings. Il a chanté en baoulé. Ça devrait nous choquer. Et c'est toi qui le lui as reproché. Et toi, tu parles de politique. Tu es devant les Ivoiriens. Et tu parles en doula. Quand on va te le reprocher, tu es le plus fort. Voici le fort du RDR. Voici le fort du RDR. Vous l'avez écouté. Au cours d'un meeting, Thiam a chanté à Baoulé. Pour lui, ça devait nous choquer. Et à partir de là, il a fait sa conclusion. Le PDCI était parti tribal. Parce que Thiam a chanté en Baoulé au cours d'un meeting. Parce qu'il estime que on ne peut pas chanter dans une langue, dans sa langue. Voilà, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend et tout. Maintenant, lui, il est à un meeting comme ça. Il est en train de parler d'Oula. Ou bien, j'ai raté quelque chose. C'est que cette année, ils vont le faire. Ne vous étonnez pas. À l'Assemblée nationale, ils vont proposer que Djoula soit une langue officielle, nationale en Côte d'Ivoire. Tu as fait fort, tu n'as pas chanté. Tu as même parlé en Djoula. Et là, tu es convaincu que tout le monde a compris ton Djoula. Parce que tu sais que ton parti, là, ceux qui t'écoutent sont Djoula. Ça n'a pas choqué quelqu'un. Mais c'est pour ton ami qui a chanté en baoulé, là. C'est ça qui devrait nous choquer. Voici le RDR. Voici de quoi nous vous parlons. Et on est insulté parce qu'ils ne veulent pas qu'on en parle. Vous comprenez? On va continuer. Par rapport écoutez. À la question du tribalisme. C'est grave à plusieurs égards. D'abord, ce n'est pas les plus méritants. Vous ne pouvez pas faire évoluer une société, une économie sur la base des connaissances, des frères, du paiement. Il faut des ressorts pour amener les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous comprenez? Moi, quand j'étais à l'école, j'étais préoccupée par être la première. Je voulais être devant. Aujourd'hui, si vous n'avez pas payé, en étant dans le circuit du système scolaire ivoirien, vous ne passez pas. Ou même si vous travaillez pour... Alors, ici d'abord le débat, la dame elle développe quoi? Du tribalisme. Selon elle, sous le régime de Babo, c'était du tribalisme. Les gens n'étaient pas sur des postes de responsabilité parce qu'ils le méritaient. Mais parce qu'ils étaient des cousins, parce qu'ils étaient des frères. Et quand c'est comme ça, du coup, ça pose un problème économique. Voilà. Ça pose un problème économique. Voilà. Il faut que vous écoutez bien. Et vous êtes les Ivoiriens. Ce qu'on vit aujourd'hui, vous allez nous le dire. Tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez le live. Vous cherchez des lives où on est en train de casser les papous. Vous les Ivoiriens, réveillons-nous. Les Africains, réveillons-nous. Voici des lives qui doivent vous motiver. On ne cherche pas à avoir des problèmes personnels avec des gens. Non. Lui, il a vendu le combat. Lui, il a fait ceci. Personne ne vend le combat. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nos engagements, nous les prenons personnellement. Je m'engage au PPACI, c'est un engagement personnel. Je peux arrêter mon engagement aujourd'hui.
Ça dépend de moi. Toi, tu as encore la conviction, tu continues. Tu ne fais pas le combat selon moi. Donc, on ne peut pas rester toujours dans des débats personnels. Lui, il a fait ceci, lui, il a fait ceci. Quittons dedans. Regardons la Côte d'Ivoire. Ceux qui nous gouvernent, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi toi, tu ne les applaudis pas pendant que d'autres Ivoiriens les applaudissent? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? C'est de ça qu'il faut parler dans tes vidéos. Et quand les gens vont comprendre que tu les convaincs, ils vont faire la même chose que toi. Arrêtons les problèmes de personne. C'est lui-là qui a fait ça, c'est lui-là qui a vendu l'autre, c'est lui-là qui a fait ceci. Nos amis dans ce combat que nous faisons sont en prison. La meilleure façon de les soutenir, c'est de continuer le combat. Tu n'as pas de moyens pour aller lui donner. Tu n'as pas de moyens pour aller faire quoi. Mais le combat, quand il est là-bas, et puis c'est qu'au dehors, il y a des gens qui ont gardé la même position, qui continuent le combat. Son moral est fort. Le petit Jean-François Kouassi, là, il est sorti parce que de là où il était, il sait qu'ici on faisait les vidéos. Il sait qu'il était soutenu. Il sait que la position qu'il avait là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont la position. C'est ça qui l'a maintenu. C'est ça qui a fait que son moral est fort. Et il a pu dire ce que vous avez attendu. Alors, si on doit, pendant que un d'entre nous est tombé, on doit dire de n'importe quoi. On doit toujours... C'est une parenthèse et je vais la fermer. Des problèmes de personnes. Je vois aujourd'hui certains camarades qui vont tirer sur tel. Oh, Steve Biko a fait ceci. Si Steve Biko, aujourd'hui, a décidé de ne plus sur Gbagbo, il est libre. Il sait ce qu'il avait. Je ne menais pas le combat de Gbagbo par rapport à lui. Il avait décidé qu'on mène le même combat, on le mène. Si aujourd'hui il n'est plus dedans, il allait où qu'il arrange, il est là-bas. Il ne devient pas mon ennemi. Ne cherchons pas de problèmes là où il n'y en a pas. Le combat dans lequel tu étais hier, 4e combat, non, tu ne le faisais pas pour quelqu'un. C'est ça peut-être qui est mon problème. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Alors, on va continuer. La parenthèse, on l'a fait, mais on reviendra dessus. On va bien écouter. Agir par rapport à la question du tribalisme. C'est grave à plusieurs égards. D'abord, ce n'est pas les plus méritants. Vous ne pouvez pas faire évoluer une société, une économie sur la base des connaissances, des frères, du paiement. Il faut des ressorts pour amener les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous comprenez? Moi, quand j'étais à l'école, j'étais préoccupé par être la première. Vous voyez, le RDR est un parti manipulateur. Ils sont tous des manipulateurs. Frères et sœurs, prends ton tabouret et écoute, micro. Son vilain français, son français DPP, CPI, Godélilier, il faut écouter. Nous sommes à 2010, quand cette dame parlait. Tu es un Ivoirien, si tu as le même âge que moi. Tu étais là en 2000 quand Gbagbo Laurent a pris le pouvoir. Tu as vu un peu sa gouvernance. Mais le mérite dont elle parle ici, c'est Gbagbo Laurent. Les postes stratégiques comme direction de la douane, direction du trésor, des impôts, Gbagbo Laurent a demandé que le plus méritant vienne, un Ivoirien qui a des capacités, vienne diriger. Gbagbo Laurent n'a pas cherché. Gbagbo Laurent n'a pas cherché dans son parti politique. Mais il a lancé, comment on appelle ça, ça m'échappe pour toujours, pour que celui qui a le niveau puisse venir prendre ces postes-là. Donc, Gbagbo n'est pas venu tout de suite avec un appel à candidature. Merci. Tite Alpha, tu me suis. Dieu, que Dieu te bénisse. Il a fait appel à candidature. Vous comprenez? Quand Gbagbo a pris son pouvoir, quand Gbagbo là, il est élu librement, ce qu'il est venu faire dans sa tête là, il a fait appel à candidature pour diriger la direction des impôts, du trésor, de la douane, voilà, sur d'autres postes
des gens dirigeaient sans être du FPI. Sans être du FPI. Même Gbagbo Laurent, la présidente, son financier, n'était pas du FPI. Gbagbo Laurent n'a pas gouverné qu'avec ses partisans. Quand Gbagbo Laurent prend le pouvoir, tout de suite, il fait un gouvernement d'ouverture. C'est le RDR, là, comme ils avaient quelque chose sur leurs pieds, comme je vous le dis, ils ont refusé d'entrer dans ce gouvernement. Mais le PDCI était dedans. Les Patrick Achir, ils sont dans le gouvernement de Gbagbo, c'est pas aujourd'hui. Les Adjomani, ils étaient dans le gouvernement en tant que militants du PDCI RDR. Vous pouvez aller sur Google et taper gouvernement de 2000. Vous allez voir les noms. Vous allez voir les noms. C'est à ce monsieur qu'on reproche ce qu'on vous avait attendu. Lui qui a fait ça là, c'est à lui qu'on reproche. Écoutez-la. Écoutez-la. Et vous êtes des Ivoiriens, vous êtes encore d'Ivoire, ce qui se passe aujourd'hui. Je voulais être devant. Aujourd'hui, si vous n'avez pas payé, en étant dans le système scolaire ivoirien, vous ne passez pas. Ou même si vous travaillez pour passer, on ne sait pas que c'est parce que vous avez travaillé. Tous les repères sont brouillés. Et lorsque vous mettez les frères et les cousins et les parents et les partisans au poste à responsabilité, qu'est-ce que ça donne? Une économie sans contrôle. Une économie, on ne rattrape pas. Vous voyez que je suis d'accord avec le L. Ce qu'il a dit ici, on ne se pose pas la question, le frère qu'on a mis là, il a quel niveau d'études? La sœur qu'on a mis là, elle a quel niveau d'études? Le partisan qu'on a mis là, il a quel diplôme? Ce n'est pas ce qu'on se pose. Selon ce qu'elle dit ici. Le fait de mettre le partisan, le fait de mettre la sœur, de mettre le cousin, ça a un impact sur l'économie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Parce que souvent quand tu poses le problème, nos amis du RDR te disent « Non, mais ce qu'on a mis, c'est parce qu'ils méritent. » Non, ici, ce n'est pas une question de mérite. Ce qu'elle dit là, sur ce plateau-là, le problème, c'est de ne pas les utiliser. Parce que quand tu les utilises, tu ne pourras pas les contrôler. Est-ce que le poste où on met, par exemple, comme c'est Kade Bertin dont vous parlez, ou Gbagbo met Kade Bertin, est-ce que Kade Bertin a le niveau intellectuel pour occuper ce poste? La question ne se pose plus. La question c'est, pourquoi c'est Kade Bertin il met qui est son frère? Est-ce qu'on pourra contrôler Kade Bertin? Voilà ce qu'elle dit. Donc c'est pas bon de travailler avec son frère, de travailler avec son cousin, de travailler avec son partisan. Le partisan c'est qui? Qui on appelle le partisan? C'est une intellectuelle comme elle a dit. Et elle parlait là politique. C'est-à-dire, on était en campagne en 2010. Les Ivoiriens, asseyez-vous, vous qui prenez votre temps pour m'écouter. Je n'ai pas besoin de milliers de personnes. Mais je veux des gens sensés qui peuvent comprendre mon message quand je parle. Et même quand tu es opposé à moi et que je fais mon développement, tu puisses dire, oui, ce que tu dis, c'est vrai. Quand ici la dame dit, quand on travaille avec les partisans, le partisan c'est qui? Asseyez-vous et écoutez-moi. Le partisan, c'est celui avec lequel tu partages le même parti politique. Je répète. Ici, la dame, on était en 2010. C'était une émission télé pour qu'on fasse campagne. Donc, elle est venue dans le but de convaincre les Ivoiriens à changer de gouvernement, à changer de président. Alors, pourquoi les Ivoiriens doivent changer de président? Il faut qu'elle nous dise, et c'est ce qu'elle nous dit ici. Changer de président parce que celui que vous avez là, il travaille avec ses partisans, il travaille avec ses cousins, il travaille avec ses sœurs. Donc, c'est pas bon. Conséquence, quand on travaille avec ses partisans, c'est quoi? Quand on travaille avec ses partisans, on ne peut pas contrôler le partisan. On ne peut pas contrôler le frère. On ne peut pas contrôler la sœur. Donc,
C'est un problème économique. Ce qu'elle nous dit. Donc, ce que je comprends, si effectivement elle m'a convaincu, je vais voter contre celui qui est au pouvoir. Parce que ceux-là, s'ils viennent, ils ne vont pas travailler avec les cousins, ils ne vont pas travailler avec les frères, ils ne vont pas travailler avec les partisans. Ils vont donner du travail aux Ivoiriens qui le méritent. Voici ce qui me motive à aller les voter. Assois-toi et écoute-moi. Poyoui, des gars, ça parle médré. C'est car les Grédoumina ou les Messers. Et je n'insulte personne. Je parle de la Côte d'Ivoire. Quand je parle comme ça, on me dit, oh, mais vous avez dit c'était 4e mandat, vous reconnaissez 4e mandat là maintenant, et puis vous critiquez le gouvernement. Là encore, c'est qu'on est arrogant qu'on parle comme ça. Voilà. Qu'on on n'est pas passé là où nous autres on est passé. Quand on ne regarde pas la Côte d'Ivoire comme nous autres on la regarde. Quand on ne considère pas la Côte d'Ivoire comme nous autres on la considère. Quand on ne la protège pas comme nous autres on la protège. Quand on ne l'aime pas comme nous autres on l'aime. Quand on s'est battu tout le temps pour ses intérêts personnels, pour sa communauté, c'est comme ça qu'on parle. On dit à tout le monde que la Côte d'Ivoire est devenue notre propriété privée. C'est comme ça qu'on parle. Mais quand on voit la Côte d'Ivoire comme la propriété de celui qui est ivoirien, peu importe ses origines, et quand on sait que celui qui est au pouvoir, quand il construit une pompe, ce n'est pas dans sa poche que l'argent quitte, mais c'est nous tous nos efforts. On regarde le pays autrement. Mais quand on se dit, celui qui est au pouvoir, c'est grâce à lui que je bois de l'eau. C'est grâce à lui que j'arrive à payer ma facture. C'est grâce à lui que j'arrive à payer le transport. C'est grâce à lui que je suis assis dans ce bureau. C'est grâce à lui qu'il y a tant. C'est grâce à lui. Quand tu as tout ça dans ta tête, nous autres là, quand tu nous regardes, tu sais qu'on tombe et qu'on n'existe pas. Parce que tu penses qu'on est contre la personne qui te donne la vie. Vous comprenez? C'est dangereux, chers frères et sœurs. Asseyez-vous. Je ne t'oblige pas. Mais si tu veux m'écouter, écoute-moi. Je ne t'oblige pas. Mais si tu veux soutenir ce live, tapote-le. Tapote-le. Donne-lui de l'audience. Partage-le. Vous comprenez? Partage-le. Je ne t'oblige pas. Voilà. Et nous allons continuer. On va continuer. On ne ramène pas à l'ordre, on ne corrige aucune irrégularité. Mais c'est les mêmes qui s'enrichissent. Il n'y a pas de correction, c'est les mêmes qui s'enrichissent. C'est les mêmes qui... Vous voyez l'autre conséquence. Sa vidéo me plaît. Elle a dit, comme le disait Gay, comme le disait Go, le comédien Go, dans leur film Ma famille, il y a eu une scène où son ami intime et frère, Boyir Michel, sa femme a fait fétiche, voilà, l'a bassé comme on le dit à Abidjan. Et on se plaignait, le discours était chez eux. Quand Bohou a appris ça, il est venu chez lui et il a demandé à sa femme, mais toi, regarde ce que ta copine a fait, elle a bassé mon ami, mais elle avait fait basse. Mais si elle fait basse, c'est que toi, Clé aussi, tu fais basse. Clé dit, toi, Bohou, tu es bête. Quand on basse quelqu'un là, c'est qu'on l'aime. En retour, il dit, le mot est sorti. Le mot est lâché. Toi, tu ne m'as jamais aimé. C'est pourquoi tu ne me basses pas. Donc ici, on va revenir sur la vidéo. Le mot est lâché. Les mêmes qui s'enrichissent. Les mêmes qui s'enrichissent. Vous comprenez? Les mêmes qui s'enrichissent. Monsieur Ronier de Bon, sois salué, que Dieu te bénisse de là où tu es. Voilà. Si tu n'as pas un vocabulaire de quelqu'un qui est éduqué et que tu dois juger les gens de l'adultérien, tu vas
t'abstenir de commenter mon live. Voilà. Tu peux commenter, tu es libre. Selon le sujet que je traite. Voilà. Mais si toi, tu connais la vie des gens et que tu dois les insulter, ce n'est pas la peine. Ici, je ne permets pas qu'on insulte Ouattara. Je ne permets non plus qu'on insulte quelqu'un. Je fais des analyses suite à ce qui s'est passé dans mon pays, ce qui a été dit et ce qui se fait aujourd'hui. Si tu penses que c'est faux, l'analyse que je fais, tu fais tes commentaires comme un homme sensé. Mais il ne faut pas insulter des gens. Voilà. Il ne faut pas insulter des gens. Personne ne connaît la vie de quelqu'un. Dans ta famille, si toi tu es sain, dans ta famille, tout le monde n'est pas sain. Parlons politique, parlons du pays qu'on a en commun et laissez la vie des gens. Voilà. Votre arrogance, votre éducation qui est penchée, arrêtez ça un jour. Et quand on vous pose un problème, est-ce que toi, le rognier de bon, tu marches avec un ami que tu penses qu'il cherche beaucoup de femmes et il n'arrive pas à économiser parce que tout le temps, il est dans les maquis avec les filles. Et toi, tu dénonces ça. Et toi, tu lui donnes les conseils. Tu dis ça, ça te détruit. C'est pas bon. Quelque temps après, toi, tu as eu un travail et la vie que tu dénonçais, tu es en train de mener la vie. Là. Ton ami, là, est-ce qu'il ne peut pas te le rappeler? Pour te dire, mais bon, tu me disais ça. Tu me disais ça. Et si en retour, c'est pour lui dire, mon argent n'est pas ton argent. Quand toi, tu lui disais, là, son argent, là, c'était ton argent. Est-ce que la vidéo que tu écoutes ici est ce que j'ai dit? Là? Cette dame-là, qu'est-ce qu'elle dénonce ici? Du tribalisme. Pour elle, on ne peut pas travailler avec son cousin. On ne peut pas travailler avec son partisan. Mais tout, je vous explique. Elle peut même dire cousin. Elle pourrait dire cousin. Elle pourrait dire sœur. Elle pourrait dire frère. Et puis s'arrêter là. Mais le partisan. Et comment dans un parti politique, on ne peut pas travailler avec son partisan? Mais elle a dit. Aujourd'hui, nous sommes des Ivoiriens. On le vit. Et vous ne voulez pas qu'on le rappelle. Et pour ça, vous allez insulter les gens? Hein? Voilà. Je n'ai pas... Voilà. Des gens... Le RDR et ses suiveurs sont toujours comme ça. Quand tu raisonnes, il veut t'envoyer sur un autre terrain. Parce que le débat que je fais là, ils n'ont rien à dire. Ils savent que je suis dans la réalité. Ils n'ont pas... Je mets quiconque au défi, on reste dans le sujet. Tu viens, je vais te poser 2 questions. Et tu vas m'expliquer. Mais tu vas voir, quand quelqu'un va monter ici, là, il va laisser le sujet, là, il va aller ailleurs. Il va aller ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils vont faire des commentaires qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai dit. Parce que eux, c'est comme ça. Quand ils viennent, ils veulent toujours avoir raison. Donc, ils veulent te donner une direction. C'est-à-dire, tu fais ton débat, hein, mais lui, il va te mettre dans... Il va te faire partir ailleurs. Alors, elle lâche le mot. Les mêmes vont s'enrichir. Mais pourquoi? Le fait que les mêmes s'enrichissent, ça lui fait mal. Pourquoi elle était là au nom de son parti? Pourquoi le fait que les mêmes s'enrichissent fait mal? Parce que ce qu'ils prennent pour s'enrichir, c'est pour nous tous. C'est le bien commun. C'est notre argent tous. C'est pourquoi ça fait mal. C'est pourquoi on s'intéresse. Si moi j'ai fait ma société privée, Abidjan là, et que ma fille est directrice,
ma femme est DAF. Mon deuxième enfant est comptable. Quelqu'un va parler pour dire, mais la société là, c'est lui seul ses enfants. Mais si la société est pour notre papa, que j'ai mon grand frère, on est 3, et que par exemple moi, on allait faire réunion, et peut-être compte tenu un peu de mon niveau et tout ça, c'est moi qu'on a choisi pour diriger la société. On m'est choisi pour diriger la société, et moi je prends ma femme pour être au poste des finances. Je prends mon fils pour être comptable. Mais mes frères là vont se plaindre. Mes frères là vont se plaindre. Parce que c'est un bien commun. Parce que là, c'est nous, ma famille, là seule, on va s'enrichir. Donc c'est normal. Mais encore, c'est que il y a un frère qui gérait. Et il faisait ça. Et moi, je suis monté au créneau pour dire non, il faut qu'on le change. Parce que sa façon de faire, il met sa femme là, il met son fils ici. Et c'est eux seuls qui s'enrichissent. Donc, c'est pas bon ce qu'il fait. Ok. Les gens, on considère que on m'a compris. Et on le change et moi, on me met. Le poste qu'il occupait là, moi, on me met. Devant la société familiale. Moi, qui dénonçais ça, qui disait que c'était pas bon, on me met. Je prends mon frère, je prends ma fille, je prends ma femme. Les mêmes postes là, je mets mes parents, je mets mes propres enfants. Et les gens disent, mais aïe, toi tu étais ici là, c'est pas ça là que tu as dénoncé. Et comme nous on a trouvé ça bien, on t'a mis là. Pourquoi tu fais la même chose? Pourquoi tu fais la même chose? Et moi, j'ai dit, oui, mais il mérite. Mes enfants la méritent. Mais tu penses que lui, ses enfants ne méritaient pas? Tu penses que le mérite, là, c'est un concours que vous avez passé? Celui qui est là-bas, c'est lui qui met qui il veut. Donc, de quel mérite tu parles? Ça se comprend. Est-ce que pour comprendre ça, là, on est obligé de passer un concours pour de comprendre? Voici le débat. Je fais ce débat là, et puis tu me parles de lui là avec maîtresse, lui il a fait ceci, lui là il a adultérien. Ça a quoi à voir? Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez la différence entre vous et nous? Est-ce que vous voyez? C'est comme moi je suis en train de faire ce débat. Et quelqu'un va dire, il va me dire Alassane est burkinabé, mais ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir? C'est pas le débat. Vous comprenez? Non, on continue. Voilà. Ce qui me plaît sur TikTok, c'est que le gars, il parle. Et puis, quand tu fais du n'importe quoi, voilà. Quand tu écris de n'importe quoi, le gars, il ne te bloque pas. C'est avant, on bloquait. Mais il ne te bloque pas, mais il te mute. Et puis derrière, là-bas, tu es en train de souffrir parce que tu avais envie d'écrire, tu avais envie de dire quelque chose, mais tu ne pourras plus écrire. Et tu le vois. Ça me plaît trop sur TikTok, cette fonction. Ça me plaît trop. Voilà. Tu peux être opposé à moi, mais tant que tu suis mes lives et tu vas penser, tu vas être hors sujet, tu vas insulter, je vais te muter. Voilà. Tu es venu, tu as des oreilles. Comme qu'un militant du RDM me disait, j'ai des oreilles et j'ai un cerveau pour analyser. Donc, analyse. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes là, dans le fauteuil blanc. Si tu veux défendre ton camp sur ce sujet-là, tu le défends. Mais arrêtez d'insulter. Arrêtez, les gars. Injure, là, vous ne partez pas en prison. Vous ne partez pas, pardon, quelque part pour apprendre. On peut insulter nous autres. Mais est-ce que c'est ça l'objectif? On continue. Donc, c'est parce que c'est le bien commun
que ici, elle se plaint dû aux Ivoiriens. Voici les conséquences. Ce sont les mêmes qui s'enrichissent. Or, ce bien-là, c'est un bien commun. C'est pour nous tous. C'est pour la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai dit, c'est ton frère, c'est ta soeur. Comment tu peux le contrôler? Tu ne peux pas le contrôler. Même s'il a fait quelque chose, tu ne peux rien faire. Quand c'est ton partisan, on a pris ici des rapports où l'argent est détourné, ceci. On n'a pas mis quelqu'un en prison. Ça, ce sont les conséquences. Vous comprenez? Donc ici, nous étions en 2010. Donc l'Ivoirien, le citoyen lambda t'a écouté. Il a dit, oui, c'est vrai. Tu as pu convaincre ce citoyen. Il allait dans les urnes et il t'a voté. Ce citoyen se rend compte que pendant ta gouvernance, ce que tu t'es assis et tu lui disais, tu es en train de faire. Tu es en train de faire la même chose. Mais tu fais encore pire. Et hier, je vous le disais, le problème de gouverner avec sa famille est arrivé à un niveau en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que, au niveau de la haie, pendant le procès, là où on parlait de 3000 Ivoiriens sont tombés, ce problème-là faisait partie. Ça veut dire que dans ce qu'on a reproché à Gbagbo Laurent, il y a le fait qu'il gouvernait avec sa famille. C'est-à-dire que le fait de gouverner avec sa famille, quelque part, a été une motivation dans tout ce qu'on lui reproche. Donc, gouverner avec sa famille n'est pas bon. On peut dire que ça devient un délire. Donc, quand vous venez après avoir reproché tout ça à quelqu'un, jusqu'à même au cours d'un tribunal, il a été obligé de nous expliquer le lien qu'il a avec quelqu'un. Celui qu'on disait c'était son frère. Monsieur Kadé Bertin, un tonton, un grand frère que je connais très bien, parce que j'ai été à Mama chez lui. Il a été obligé au cours de son procès, quand il a pris la parole de dire, je ne gouverne pas avec ma famille. Kadé Bertin n'est même pas mon cousin. Certes, on est de même village qui s'appelle le Mama, mais on n'est même pas de même famille. C'est un Ivoirien. Ce que vous expliquez aujourd'hui, hein, quand on pose le problème, ce que vous dites aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait, ce n'est pas pour les Ivoiriens, c'est pour vos intérêts personnels. Gbagbo, vous n'aimez pas sa tête, il doit quitter là, vous allez vous asseoir, c'est tout. Donc, il fallait trouver des arguments, il fallait trouver des choses pour dire aux Ivoiriens, non, c'est à cause de ça là, non, c'est à cause de ça, pour vous justifier. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, les Ivoiriens, il y a deux entités qui nous ont combattus en Côte d'Ivoire. Il y a deux entités. Principalement, il y a deux entités. Et je n'ai pas peur de le dire. Je sais que ça me coûte beaucoup de choses. Je sais que les gens rencontrent de n'importe quoi. Les gens m'ont déjà classé. D'autres m'appellent un temps. Je m'en fous. Mais c'est la vérité, c'est le constat dans mon pays. La première entité, c'est la France. La France qui nous a combattus pour mieux contrôler la Côte d'Ivoire. Parce que dans la tête des autorités françaises, la Côte d'Ivoire est un précaré. La Côte d'Ivoire, personne ne peut gouverner la Côte d'Ivoire si eux, ils ne maîtrisent pas la personne. Donc, la première entité qui nous a combattus pour prendre la Côte d'Ivoire, la mieux contrôlée, c'est la France. Regardez aujourd'hui, pour que Gbagbo Laurent quitte le pouvoir, je vous l'expliquais la dernière fois. Je vous dis que la répétition, pour moi, elle est importante parce que je préfère répéter les choses et ne pas mentir. Je vous dis, Gbagbo Laurent, il a été combattu par la France. Depuis l'Élysée, le président français demande qu'on vitrifie Gbagbo Laurent. Pourtant, le président Laurent Gbagbo a été élu comme président de la République en 2002. Il est attaqué par une rébellion.
la France et nous, là, les accords que nous lisons, c'est que la Côte d'Ivoire, comme je vous le dis toujours dans mes vidéos, et quelqu'un me le disait la dernière fois, toi tu dis des choses, tu n'es pas quelqu'un qui casse les papos, mais tu dis les choses que les gens ne disent pas trop. Ce que je vous disais, c'est que la Côte d'Ivoire d'Oufoué jusqu'à Babo, en 2000, la Côte d'Ivoire n'avait pas une armée, physiquement parlant. On n'avait pas d'armée. Parce que, selon les accords que nous lions à la France, si la Côte d'Ivoire a un problème militaire, c'est la France qui devait défendre la Côte d'Ivoire. Et ce n'était même pas le seul pays. Donc, nos casernes, tout ça militairement, parlons du matériel militaire, la Côte d'Ivoire n'avait pas. Vous comprenez? Donc, quand on a un problème, c'est la France. Donc, s'il y a un président à la tête de la Côte d'Ivoire et que ce président, militairement, il a attaqué, la première réaction de la France, c'est de libérer la Côte d'Ivoire. La France, qui est un pays qui prône la démocratie, c'est de libérer la Côte d'Ivoire, c'est d'aider la Côte d'Ivoire, c'est de protéger ce président qui a été élu démocratiquement. Ce qu'elle a fait en 2010, elle a vitrifié Gbagbo parce qu'elle a estimé que Gbagbo n'est pas élu et il veut occuper le poste. Elle pouvait faire la même chose pour aider Gbagbo Laurent, aider la Côte d'Ivoire à se libérer des rebelles, les bombarder, les vitrifier. Mais la France n'a pas fait ça. Elle est venue s'installer, elle a créé les zones tampons, elle est même allée créer un camp là où les rebelles étaient. Là où nos militaires ne peuvent pas être. Elle était là-bas. Vous avez compris? Vous êtes des Ivoiriens, vous parlez. Mais il y a des choses. Parce que je vous dis toujours, il y a des gens qui disent, non, en Côte d'Ivoire, il y a eu une guerre. Oui. On a eu l'ONU en Côte d'Ivoire pendant des années. C'est parce qu'il y avait une guerre. L'ONU ne peut pas mettre des soldats, entretenir des soldats dans un pays où il n'y a pas de guerre. Où il n'y a pas vraiment une urgence. L'ONU ne peut pas envoyer ces gens. Donc, quand vous dites, la Côte d'Ivoire ne sait pas, il y avait guerre en Côte d'Ivoire. Avec la présence de l'ONU, ça veut dire que l'organisation nationale, l'ONU, l'organisation des Nations Unies, elle s'est réunie, a étudié le dossier de Côte d'Ivoire et a vu qu'il y a urgence. Il faut y amener les soldats. Donc, la Côte d'Ivoire a connu la guerre. Vous comprenez? Il faut qu'on vous le dise. Donc, on ne peut pas être en guerre et faire un développement. Les ministres aujourd'hui que vous connaissez, avec lesquels vous mangez, posez-leur les questions. Quand ils sont rentrés, après 2002, quand ils sont rentrés dans le gouvernement de Gbagbo Laurent, à quel moment? Parce que le développement, c'est pendant les conseils de ministres. Chaque ministre propose, selon son ministère, pour qu'on puisse faire le développement. Ils ont proposé quel projet? Selon les ministères, pendant ce temps, qui pouvait nous amener le développement. Parce que chaque ministre est un manager dans un gouvernement, dans un pays. Chaque ministre est un manager du secteur qu'il dirige. C'est pourquoi souvent, généralement, on met les techniciens. Des gens qui connaissent un peu le domaine dans lequel on les affecte. Vous comprenez? Demandez à ces ministres. Parce que le problème, ce n'était pas développement, faire les routes, non. Il y a guerre. Comment on va régler le problème de guerre? Et puis on va aller aux élections. C'était ça la priorité. Donc, ce que vous chantez, tout ça n'est pas vrai. Donc, la première entité qui voulait avoir la Côte d'Ivoire, mettre quelqu'un qui va être à leur disposition pour qu'ils puissent être convaincus qu'ils
contrôle la Côte d'Ivoire, c'est la France. C'est la première entité. La deuxième entité qui a été manipulée malheureusement, ce sont nos frères qu'on appelle aujourd'hui les Doula. Moi, ce n'est même pas des Ivoiriens qui sont originaires de la partie nord de la Côte d'Ivoire, ce ne sont même pas eux. Mais nos frères du Burkina, du Mali, de la Guinée, du Niger, tous ces frères qui sont descendus, qui sont quittés chez eux, ils sont descendus ici, ils sont venus chercher la terre productrice et qu'on a accepté et qui sont devenus nombreux. C'est ceux-là qu'on a manipulés. Donc, si vous laissez Gbagbo, la Côte d'Ivoire, vous avez vos enfants sont nés ici, vous avez tout ici. On dira que vous n'êtes plus des Ivoiriens. Donc il faut que vous preniez le pouvoir. Donc ceux-là, ils ont été manipulés. Et dans cette façon de voir les choses, avec une détermination, ils ont livré une guerre à la Côte d'Ivoire. Mais quand ils livrent la guerre à la Côte d'Ivoire, vous pensez qu'ils viennent pour dire Gbagbo Laurent, il paye mal les professeurs, il paye mal les insisteurs. Non, la femme là, qui va au marché là, le marché est cher. Vous pensez que c'est ça qui est leur problème? Non. Ça, c'est pas ça qui les intéresse. Les gens, ils ont combattu Gbagbo, c'est pas pour ça. Les gens, ils n'ont pas combattu Gbagbo parce que toi, ton salaire était petit, parce que le SMIC n'était comme ça, parce que la rue n'était pas bitumée, parce qu'il n'y avait pas route. C'est pas pour ça qu'ils ont combattu Gbagbo. Et ils combattent Gbagbo parce qu'on leur a dit que on va les chasser. Ils sont traités comme des étrangers. Ils vont perdre leur champ. Voici ce qui les motive à chasser Gbagbo, à rentrer dans la rébellion. Or, derrière, le vrai esprit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, quand ils ont... Quand on a cette occasion, comme cette dame sur ce plateau-là, on dit des choses qu'on ne pense pas. Parce que, c'est ça, on dit des choses qu'on ne pense pas. Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas les faire. Mais on les relève et on vient reprocher ça. On les relève et on vient reprocher ça. Oui, ceci et cela, ils sont tribalistes, ils sont cela, oui, ils ne veulent pas que... Voilà. Aujourd'hui, remarquez la Côte d'Ivoire. Ceux qui se disent aujourd'hui les nordistes sont ceux qui disent plus aux gens qui ne sont pas ivoiriens. La dernière fois que j'étais en direct ici, quelqu'un m'a regardé et dit, est-ce que toi tu es ivoirien? Or, eux, tu leur dis ça, tu les as insultés. Mais moi, comme je leur dis toujours, si tu veux, traite-moi de ce que tu veux. Moi, jamais, tu me verras pleurer ou bien me fâcher parce que quelqu'un m'a dit tu n'es pas ivoirien. Parce que ce que tu dis n'a aucun sens. Donc moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez, faites monter le mercure. Partagez, tapotez le live, je vous en prie. Voilà. Ceux qui peuvent même donner des roses, partagez les roses et faites monter. Ce que je vous dis là, mes vidéos, écoutez-les. Et la Côte d'Ivoire là va évoluer, vous allez voir. Les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce que vous écoutez partout. Écoutez le micro, même si je me répète, mais je me répète pour que tu saches que c'est ça qui est le vrai problème. Et pendant que tu es assis, tu réfléchis, tu sais que ce que je touche là, c'est ça qui est le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Je n'ai rien contre le président Ouattara, je ne le connais même pas. Ce n'est même pas mon camarade. Cette dame qui est derrière moi ici, là, c'est une dame que j'apprécie beaucoup. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas un militant du RDR pour avoir la haine, détester quelqu'un. Je ne suis pas comme ça. Je parle de mon pays. Je ne peux pas faire autre chose que ça. Moi, mon éducation, le petit niveau EPPC Piengodé que j'ai là, je ne peux pas comprendre, je t'ai vu, on est en politique. Tu étais à l'opposition, tu as dénoncé des choses. Aujourd'hui, tu gouvernes, tu fais les choses là. Il faut que je te rappelle ça. C'est comme aujourd'hui, je suis assis ici, je vous le dis toujours. Je suis dans le combat de non au 4e mandat. C'est une dictature.
Notre constitution ne le dit pas. Vous m'avez imposé la force, les armes. Vous êtes en train de faire le 4e mandat. Mais demain, celui qui a dit non au 4e mandat, s'il prend le pouvoir, qui ne respecte pas les dispositions, je lui dirai non. C'est ça la Ouattara a fait hier. Et puis on a dit non, c'était pas bien. Tu ne peux pas le faire. C'est ça la lucidité. C'est ça, avoir une vision en politique. Et ça, c'est votre faible, ça. Vous comprenez? Ce que vous reprochez aux gens, c'est ce que vous faites. Merci Tana. Merci beaucoup Tana. Ce que vous reprochez aux gens, là, c'est ce que vous faites. Voyez aujourd'hui, regardez autour de vous, dans la sous-région. On n'a pas de bon rapport avec le Mali, on n'a pas de bon rapport avec le Burkina. On n'a pas de bon rapport avec le Niger. Or, si on s'assoit, hier, c'était quand Babou était là, c'est Babou qui ne les aimait pas. C'est Babou qui les traitait de tous les noms. C'est Babou qui les chassait dans leur champ. C'est Babou qui ne voulait pas d'eux en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez vos vidéos. Regardez comment vous traitez les Burkinabés. Regardez la relation entre vous et les Burkinabés. En réalité, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. C'est un homme. Un homme. Regardez. Regardez le souci. Donc, il y a cette communauté qui est la deuxième entité, qui est donc venue récupérer la Côte d'Ivoire, posséder la Côte d'Ivoire, la déposséder, la posséder. Quand vous voyez, pour elle, pour ces gens-là, on doit se taire. On doit avoir peur, on doit être terré dans nos maisons, les laisser faire. Quand ils font, il ne faut pas que tu parles. Ils savent très bien que ce qu'on dit, c'est de la vérité. Mais, ou bien, on attend qu'ils nous disent que c'est la vérité. Non. Vous voulez qu'on dise que c'est la vérité? Non. Mais ils savent très bien que c'est la vérité. Vous voyez lui qui vient d'écrire. Est-ce qu'il a expliqué? Est-ce qu'il a donné? Est-ce qu'il est en train de me dire non, ce que tu dis là, logiquement, c'est pas ça. Mais voici l'intention, voici. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de dire? Non, il ne peut pas. Il va te dire, mais Babo, selon vous, c'est un... Parce que je critique Ouattara, on ne doit pas critiquer. Lui, il ne peut pas penser que lui qui n'arrive pas à critiquer Ouattara comme je le fais là, c'est parce que lui, il pense que Ouattara est un ange. Mais lui, la bonne personne qu'on doit critiquer, c'est Babo. Babo qui l'a critiqué, pendant qu'il critiquait Babo là, est-ce que Ouattara, il a vu comme un ange? Est-ce que quand il dit ça, selon lui, Ouattara est un ange? Donc on ne peut pas le critiquer. La bonne personne à critiquer, c'est Babo Loro. Ou il est dans une position où il dit, Babo a fait ça, donc Ouattara peut le faire. À partir de là, quel est le statut que tu donnes à Babo? Ce que Babo a fait, vous pouvez le faire. Et comme Babo l'a fait et que vous le faites, il ne faut pas qu'on parle. Quel est donc le statut que tu donnes à Babo? Pourquoi donc tu l'avais critiqué hier? Est-ce que ça veut dire qu'on dit qu'il est un ange? Voici ce que vous êtes. Et c'est quand je vous regarde, quand je vous écoute, j'ai dit, dans l'histoire de mon pays, je suis du bon côté. Parlant de la vérité, de ce qui s'est passé dans mon pays. C'est tout. Je suis du bon côté. Vous comprenez? Donc, Ivoiriens, on continue. Voici donc le tribalisme qui a été combattu par le RDR. Le RDR qui nous dit oui, avec nous, il n'y a pas de tribalisme. Tout le monde sera en Côte d'Ivoire chez lui. Voilà, nous on va faire la promotion du vivre ensemble.
Vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Quand les concours sont organisés, les résultats, vous les voyez. Vous rentrez dans nos administrations, vous voyez. Vous rentrez dans nos différentes mairies, vous voyez. Vous rentrez partout, vous voyez. Vous voyez la liste des ministres. Vous voyez la liste des députés. Vous voyez la liste des directeurs généraux en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Les seules personnes que ça ne dérange pas en Côte d'Ivoire sont les Djoula. Et ils sont contents parce que, avec leur façon de faire, les autres Ivoiriens ont peur, ils ne peuvent pas parler. Et ils sont à Boaké, ils peuvent crier à Boaké, ils ne se gênent pas. Tu peux trouver un jeune Djoula, ça m'a fait rire au Maroc, le petit là. On lui demande, tu es Ivoirien, oui. Tu es d'où, de Boaké? Tu es de quelle ethnie? En Côte d'Ivoire. Il faut laisser ce débat. Et je suis allé, ce qui m'a plu, quand le petit a fait la vidéo, je suis allé lire les commentaires. Il est Ivoirien, c'est tout. Tu demandes son ethnie, pourquoi? Vous aimez trop ça. Voici. Ils ne veulent pas ça. Et quand donc on ne veut pas ça, quand on a cet esprit-là, il y a une façon de gouverner la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je vous rappelle toujours. Quand on dit on est Ivoirien, partout où nous sommes, on est chez nous, ce n'est pas à Boaké seul que vous allez être pour dire qu'on est chez nous. Parce qu'à Boaké, là, en Côte d'Ivoire, ici, dans les papiers, quand on dit Boaké, sur le plan culturel, c'est chez les Baoulés. Donc, quand tu t'appelles Diabaté, quand tu t'appelles Youssouf, quand tu t'appelles Konaté, quand tu t'appelles Seydou, et que tu es maire à Boaké, que tu es député à Boaké, que tu gères les choses à Boaké, au nom de ton parti RHDP. Mais pourquoi tu ne fais pas en sorte que le Kofi de Boaké, qui est dans ton parti politique aussi, tu puisses l'envoyer à Korogo pour être député là-bas? Parce que le Kofi de Boaké, là, il est dans ton parti. Là. Et au lieu de le prendre pour le positionner à Boaké, tu allais positionner Konaté là-bas. Tu allais positionner Seydou là-bas. Or, Seydou chez lui là-bas, où il dit c'est chez lui, là, tu t'en prends son frère ou sa soeur là-bas qui est de là-bas et tu le positionnes. À ce moment, Kofi, lui, à quel moment tu fais sa promotion? À quel moment, lui, il profite du RHDP? À quel moment? Or, c'est vous qui prônez le vivre ensemble. Le problème, c'est là qu'il se trouve. Et c'est cela, c'est ce qu'on vous rappelle juste. Ce n'est pas par là qu'on fait. C'est ça qu'on vous rappelle. Est-ce que ça, vous l'avez dénoncé hier? Parce que les histoires de Messou Babo, là, quand quelqu'un le dit déjà, moi, je le classe. Excuse-moi. Je bois un peu, comme je bois un truc où il y a marque dessus, quand tu vas mettre ici, là. TikTok va te faire chose tout de suite. Vous comprenez? Les gars, on va avancer. Regardez le nouveau... Mais ça a été toujours comme ça, hein, les gouvernements de Côte d'Ivoire ces dernières années. Alors, quand tu vas en parler encore, on va t'insulter. Le président Alassane Ouattara, l'homme intelligent, l'intellectuel, il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que lui, il n'y a pas quelqu'un qui est plus intellectuel que lui. Quand il était à l'opposition, il nous disait, on n'a pas besoin d'une vingtaine, d'une trentaine, d'une quarantaine de ministres pour gouverner un pays, pour développer un pays. Moi, si je suis président avec 10 ministres, je peux gouverner le pays. Je peux développer le pays. Ça, c'est ce que tu nous as dit. Mais aujourd'hui, vous voyez, voici la Côte d'Ivoire. L'homme qui va être le conseiller spécial de Alassane, c'est-à-dire pour que tu sois, on dit en Côte d'Ivoire, là, toi l'Ivoirien,
tu es conseiller spécial du président, il faut que tu aies rang de ministre d'État. Ministre d'État, là, c'est pas à l'école on va pour passer concours pour lettres. C'est le président qui dit, lui, là, il est mon ministre d'État. Le conseiller spécial du président, il fait quoi? Écoutez-moi bien, si je mens, vous allez me dire tu mens. Conseiller spécial du président de la République, son travail, c'est quoi? On n'a pas dit conseiller spécial chargé des temps. Il est conseiller spécial à la présidence, ministre d'État. Il a le rang de ministre d'État. Dans le gouvernement, on va commencer par le plus petit. On a les DICAP, on a les secrétaires généraux. On a les ministres délégués. Le ministre délégué, lui au moins, il a au moins un portefeuille. Par exemple, quand on est dans les... Je prends par exemple le ministère de l'Éducation nationale, qui est un grand ministère. Le président voulant mettre un accent particulier sur un secteur de ce ministère, par exemple l'alphabétisation, comme le président Laurent Gbagbo à son temps avait secrétaire du gouvernement ou bien ministre délégué, parce qu'il voulait mettre l'accent, puisque lui, sa politique au niveau de l'éducation, c'était pour motiver les enfants à aller à l'école. Et on avait créé ce qu'on appelait, bon, ça existait déjà, mais il y a eu un développement, ce qu'on appelait l'extra, la vie scolaire. Aujourd'hui, dans le système éducatif, on appelait ça aussi extrascolaire. Alors, ce secteur s'occupait de tout ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale dans le système éducatif, mais qui n'est pas pédagogique. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est cantine, Gbagbo voulait mettre un accent sur les cantines dans les écoles primaires. Vous avez vu que dans son gouvernement de 2010, là, où ils sont venus le bombarder, il y avait une dame qu'il avait nommée spécialement pour ce secteur, qui était rattachée au ministère de l'Éducation nationale. Donc, le président peut choisir dans un ministère comme aujourd'hui, Ouattara, je crois il a, au niveau de choses, comment on appelle ça, de l'alphabétisation, voilà, je crois il a un ministre délégué. Parce qu'il veut mettre un accent sur l'alphabétisation. Parce qu'il a constaté qu'il y a beaucoup d'illettrés et des gens ont besoin d'aller à l'école, d'apprendre et tout. Donc, il veut mettre un accent, il veut faire vraiment une politique spéciale, il veut sensibiliser. Donc, ce secteur-là, il y a un ministre de l'Éducation nationale, mais il veut quelqu'un de particulier pour aider la ministre de l'Éducation nationale dans cette tâche. Donc, ceux-là, on les appelle les ministres délégués. C'est leur rôle. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça, le ministre délégué. Après, il y a le ministre. Le ministre délégué n'a pas le salaire que le ministre a. Le ministre délégué n'a pas le salaire que le ministre a. Il a moins que le ministre. Donc, il y a le ministre qui a un portefeuille, qui gère un département, ministre de la fonction publique, ministre de l'Éducation nationale, ministre d'État. Après le ministre, on a les ministres d'État. Généralement, les ministres d'État, au courant de quoi? Au courant de quoi, Pris? Je sais que quand je venais faire mon live là, j'ai vu une information, qu'est-ce qui se passe entre la frontière Côte d'Ivoire, Burkina, mais je n'ai aucune information là-dessus. Voilà, je n'ai aucune information là-dessus. Donc, peut-être après mon live, je verrai. Voilà. Donc, tu es ministre, certes, tu as ton département, mais on ajoute ce qu'on appelle le ministre d'État. Et le ministre d'État, son salaire est différent de celui du ministre, celui qui est simplement ministre. Parce que le ministre d'État, il est un peu, il a une certaine responsabilité encore. Il peut représenter le Premier ministre. Si le Premier ministre n'est pas là, il peut le représenter pendant un conseil de ministres. Il peut, au nom du Premier ministre, présider un conseil de ministres. Il peut, voilà, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire,
quand chose... D'accord, on verra ça après. On verra ça après. Quand Gon Coulibaly était malade, qu'il était en France à l'hôpital, Ahmed Bakayoko a joué son rôle parce que c'est lui qui était le ministre d'État. Ça, c'est le vice-premier ministre en quelque sorte, les ministres d'État. Donc, il était là jusqu'à ce qu'il revienne et malheureusement il meurt. Quand il est mort, il a assuré l'intérim. Quand on a fini ses funérailles, on l'a confirmé dans le poste de Premier ministre. Vous comprenez? Donc, le Premier ministre, son salaire aussi est différent du ministre d'État. Est-ce que vous comprenez un peu? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Les conseillers à la présidence, ça existe dans tous les gouvernements. Je ne suis pas contre ça. Ça existe dans tous les gouvernements. Les directeurs de cabinet. Les directeurs de cabinet, c'est qui? Nous tous, on est dans des associations. Souvent, il y a des gens qu'on appelle les secrétaires généraux des associations. Ce sont les moteurs des associations, des différentes associations. Même les partis politiques, là, quand on dit lui, il est le secrétaire général du parti politique, c'est le moteur du parti. Donc, c'est le rôle que joue un directeur de cabinet dans un ministère. Il se fait entourer par des hommes qui sont intellectuels parce que tous les paparazzi, si le ministre doit dire quelque chose, doit faire un discours solennel, doit aller quelque part, tout ça, c'est le directeur de cabinet qui écrit. Tout ça, c'est le directeur de cabinet qui prépare ça. Voilà. Le directeur de cabinet, c'est le moteur du ministère. C'est le moteur du ministère. Voilà. Tous les documents administratifs, tout passe par lui. Il peut, au nom du ministre, faire des communications. C'est-à-dire l'administration, là, ce qui concerne le cabinet du ministre, l'administration, c'est lui qui est le chef. C'est comme on dit, par exemple, dans un gouvernement, le premier ministre chef du gouvernement. Dans chaque ministère, c'est un petit gouvernement. On a par exemple le président qui est le ministre et c'est le directeur de cabinet qui est le premier ministre. C'est-à-dire que le directeur de cabinet, là, il travaille même plus que le ministre. Tout ce que vous voyez, le ministre, quand il va au conseil de ministres, c'est paparazzi qui dit, qui rend. Tout ça, c'est le directeur de cabinet qui prépare ça. Voilà. C'est le directeur de cabinet. C'est pourquoi, quand quelqu'un te dit, si tu as déjà rencontré quelqu'un qui te dit, je suis le directeur, bon, maintenant, à la cause de politique, on peut mettre n'importe qui. Mais quand quelqu'un dit, je suis le directeur de cabinet d'un ministre, il faut le respecter parce qu'il connaît papier. Et quand je dis il connaît papier, il connaît l'administration. Généralement, c'est des gens qui ont fait l'ENA, cycle supérieur, qui ont été peut-être, tu vas voir qu'on va prendre un préfet pour être directeur de cabinet de quelqu'un. C'est une continuité. On va prendre quelqu'un qui a été secrétaire général de préfecture pour être directeur de cabinet de quelqu'un. Parce que c'est ça, c'est l'administration, c'est dans leur domaine. Il doit connaître l'administration. Vous comprenez? Donc, ceux-là, ils sont là. Écoutez-moi très bien. Ils sont là. Et ils sont payés. Vous comprenez? Ils sont payés. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qu'on a, ce directeur de cabinet, là, celui du président a le rang du ministre. Tout à l'heure, je vous ai expliqué, le ministre, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires sociales, le ministre de l'Éducation nationale, a le même rang que le directeur du cabinet du président, a le même rang que le directeur du cabinet du vice-président en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ministre d'État, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on crée une vice-primature. C'est comme ça qu'il faut l'appeler pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que quand on dit vice-premier ministre, c'est trop vague. Vice-primature. Il y a la primature et il y a vice-primature. C'est comme il y a la présidence et il y a la vice-présidence. Donc, on a le président qui a son vice. On a le premier ministre qui a son vice. Et le vice-premier ministre, lui aussi, il doit avoir
son petit gouvernement autour de lui. Le Premier ministre a son gouvernement là-bas autour de lui dans son cabinet. Le vice-premier ministre, qui est en même temps ministre de la Défense, il ne sait pas si son directeur de cabinet va être en même temps celui du vice-premier ministre et puis celui du ministre de la Défense, ou bien il va avoir deux. Bon, pour le moment, je ne sais pas, puisqu'ils n'ont rien dit dessus. Mais son rôle, c'est quoi? Il est aussi comme le vice-président qui est assis là. Il peut aller, il peut prendre son avion, venir se promener en Italie, en France, faire ce qu'il veut. Parce que lui, en réalité, son rôle, il est temps. Il est là. Si peut-être demain le président est malade, si peut-être demain le président n'est plus, il va prendre sa place. C'est ça qui est son rôle. Si demain le président, peut-être on l'a invité à Oumé, et puis il voit qu'il ne se sent pas bien, il ne peut pas partir, il peut dire, monsieur le vice-président, allez me représenter. Voici son rôle. Or, autour du président, il a des conseillers spéciaux aussi qui peuvent jouer ce rôle. Il a même, je ne sais pas si